On va donc désormais passer à la présentation de Monsieur Jérôme Toué. C'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je me présente rapidement, Jérôme Toué. Donc, je suis développeur logiciel. Je m'occupe d'une petite équipe côté métro CBTC chez Hitachi Rail STS, anciennement Saldo STS, anciennement CS de transport pour ceux qui connaissent. Voilà, donc je fais ça depuis 14 ans maintenant sur le même sujet. Rapidement, ce que moi je vais présenter, je vais repréciser un peu le contexte de notre utilisation d'Architect. Pourquoi on a évolué sur notre spécification. Et je vais donner quelques détails sur des particularités plus précises sur notre façon d'utiliser Architect et voir un peu plus tard comment ça nous a permis de garantir certaines choses et le retour d'expérience en général. Alors, en termes de contexte, nous, notre utilisation, elle est sur la spécification détaillée de logiciel. Donc, on n'est pas au niveau système, hein, comme on peut avoir plus l'habitude peut-être avec un outil comme celui-ci. Donc, on a nos entrants qui sont des spécifications d'équipement. Et nous, notre rôle, ça va être de faire de l'implémentation et notamment de détailler, de faire cette spécification du logiciel. Donc, on se place vraiment à ce niveau-là. On est dans le cadre de la norme EN 50128 hein, dans le monde ferroviaire qui régit les besoins, les contraintes et exigences demandées pour le développement logiciel et pour certification par ailleurs. En l'occurrence ici, alors il n'y a pas que des logiciels SIL4, mais c'est une grosse partie de notre activité. Donc SIL4, c'est le niveau le plus haut dans cette norme, ce qui veut dire que SIL4, parce que derrière il y a des risques vitaux. Voilà, donc ça amène des contraintes fortes sur des tests, des vérifications. Voilà, donc c'est assez contraint. Une des caractéristiques qui est importante aussi chez nous, c'est que notre produit, on a un produit, mais plusieurs versions. Donc, on a une gestion des branches, comme on peut l'entendre au niveau vraiment logiciel habituel, mais c'est aussi quelque chose qui est vrai au niveau système global. Donc, c'est un contexte qui est important pour nous. Au niveau des projets, là, dans le cadre du CBTC, c'est des développements qui sont faits depuis environ 15 ans, voire un peu plus même. Et ça continue. On est encore en développement. On a des projets qui sont déjà en service, il y en a qui vont venir. Et généralement, quand on met en service, ce sont pour des années, pour 30 années environ de maintenance. Donc, ça explique aussi le besoin d'avoir quelque chose au niveau de la spécification du système en général qui doivent être pérennes et maintenables au sens strict. Au niveau des logiciels, alors c'est un peu dur de donner un volume de représentation, mais je l'ai fait plutôt au niveau fonctionnel et en gros, tout ce qu'on a en entrée, nous, c'est plusieurs milliers d'exigences et ce qu'on va produire, nous, c'est plusieurs milliers d'exigences. Pourquoi on a eu besoin d'évoluer? Alors, dans notre spécification logicielle, au départ, on était avec Word, assez classique, hein, un éditeur. Voilà. Donc, on a évolué comme ça, avec toutes les applications sous forme d'exigences, de flux, d'échanges, etc., qui peuvent être assez classiques. Donc, ce référentiel d'exigence était déjà existant. Néanmoins, à un moment donné, les choses évoluent, ça grossit, etc. Et c'est évidemment, ça se devine, assez difficile à maintenir avec un outil de traitement de texte qui n'est pas dédié à faire cela, quoi. Donc, ça devenait difficile. Notre côté développeur voulait aussi qu'on essaie d'automatiser certaines actions de vérification, d'export d'informations. Voilà. Plus difficile à faire dans Word, c'est toujours faisable, mais c'est pas dédié à ça.
Et je vais en parler juste après là sur la révision de la norme qui mettait un peu plus le focus sur les contraintes de spécification au sens général. Donc par rapport à cette norme, alors il y a une première révision 2001 qui existait, qui donnait déjà dans des annexes des précisions sur des techniques applicables, de notions de structuration qui semblent assez logiques, hein, c'est-à-dire que sur des logiciels, des systèmes, même au sens large sur lequel on travaille, évidemment qu'on ne peut pas partir un peu n'importe comment, donc c'est évident d'avoir des structurations. La révision de 2011 quand même renforce ce besoin avec, comme indiqué sur le slide, une exigence qui dit que, alors nous on se place ici sur la partie Software Requirement Specification, mais on peut voir différents niveaux de spécification et de besoins dans la norme, c'est globalement la même problématique. Donc ça donne clairement le besoin pour dire qu'il faut suivre des méthodes un peu plus spécifiques. En l'occurrence, il y a une table qui s'appelle la table A2 dans cette révision 2011 qui nous indique qu'il y a des bonnes pratiques, donc deux que je cite ici, qui sont l'aspect modeling et l'aspect structure de méthodologie. Et ces deux aspects-là, en fait, Architect apporte une réponse satisfaisante. Modeling, c'est comme je l'indique, diagramme, flux, machine d'état, donc quelque chose qui est un peu plus visuel, qui aide à la compréhension. Structure de méthodologie, c'est un peu plus large comme notion et qui nous dit qu'il faut en gros avoir quelque chose qui est suivre une méthodologie pour faire les choses proprement. Alors, je vais préciser un peu les choses là-dessus. Donc, comme je disais, on avait déjà un modèle existant, des exigences, un référentiel existant sous Word qui se base sur un type de principe SADT. Donc, si je ne me trompe pas, ça veut dire Structured Analysis and Design Techniques, aussi connu sous le nom d'IDF0. Le principe est assez répandu dans c'est l'analyse fonctionnelle qui est assez classique dans l'industrie au sens général. C'est des choses personnellement, moi, j'avais vu depuis le lycée, voilà, sciences de l'ingénieur, pour ceux qui connaissent. Donc, le principe, c'est quand même, on est autour de la fonction. Donc, on a une action, qui est la fonction, en quelque sorte, avec des éléments en entrée, des éléments en sortie, et des éléments de configuration, au sens large. La partie en dessous, là, ce sont les supports, etc. Donc, c'est un peu moins adapté c'est moins important pour ce que nous on fait. Voilà, donc c'est principalement de dire que j'ai une fonction et comme on va voir, finalement, on a un arbre qui va se décomposer en sous-fonctions et ainsi de suite. Et les flux vont évidemment se préciser en relation dans ces fonctions-là, en descendant dans cet arbre fonctionnel, en fait. Donc, on a fait le transfert dans un modèle architecte, ce qui a été assez simple, en fait, puisque là, je parlais d'arbres. Architecte, alors bon, c'est une vue assez parcellaire ici. Architecte a cette décomposition en arbre. Donc là, on peut voir peut-être les petits éléments un peu en rouge. Là, ce sont les fonctions. Donc on peut voir qu'il y a des fonctions qui contiennent d'autres fonctions. Et dans nos fonctions, on a des éléments. Là, ce qui est en noir, ce sont les exigences et des éléments autour qui sont en fait les flux d'entrée-sortie. Donc clairement, le match entre les deux, donc l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait déjà quelque chose qui était structuré, donc on savait ce qu'on voulait reporter, donc on partait pas de zéro. Si là, là, on peut voir par exemple dans le contenu d'une exigence, on verra un petit peu
un petit peu après sur la traçabilité. Donc les éléments, pour une exigence à notre niveau, on trace des éléments. Ce qui est c'est flou, c'est normal, vous inquiétez pas. Ce qui est en rouge, c'est des éléments amont, donc c'est des objets qui sont inclus. Et ce qui est en jaune, ce sont des éléments tickets, c'est pour le suivi des évolutions. Donc voilà comment ça se présente. Alors c'est très succinct, j'ai pas mis beaucoup de slides, dessus. Tous les objets qu'on a là ont leurs propres attributs qu'on définit nous-mêmes. Donc pour une exigence, ça peut être le titre, le contenu, si elle est de sécurité ou non, etc. Donc tout ça est paramétrable. Donc il y a un avantage à la flexibilité de la mise en place ce que je pourrais appeler métamodèle au niveau d'architecte. Voilà comment ça s'est passé. Dans les points plus précis de notre utilisation d'architecte, comme j'en ai parlé, c'est peut-être, comme je disais, notre côté développeur, mais on aime bien automatiser des choses plutôt que de faire des vérifs manuels, évidemment. Il y a un point important qui est la génération de la documentation, puisque ça va être généré sous Word, et c'est cet élément Word après qui sert pour les équipes aval et pour qui est l'élément certifiant, si je puis dire. Et après, on a une utilisation très poussée, je ne sais pas, mais en tout cas très importante de l'API Python. On a pas mal de scripts. J'ai mis une vingtaine. Après, ça dépend. On peut avoir des scripts aussi plus perso pour faire nos propres choses qu'on développe nous-mêmes. C'est pas une équipe à côté. Hein, c'est nous-mêmes en tant que développeurs qui sont utilisés très régulièrement, ce qu'on peut dire quotidiennement. Donc, à quoi nous servent ces scripts? Ils nous servent à faire de la vérification de cohérence du modèle. Donc, comme on l'a dit un peu avant, le modèle en lui-même, de façon graphique, nous montre des incohérences. Si on a des flux qui ne vont nulle part, ou qui ne sont pas produits, ou qui sont doublement produits, etc., ce sont des choses qui sont visibles. Mais nous, on va avoir des besoins plus particuliers qui sont pas dus à du simple modèle, mais on va donner un sens à notre vérification. On peut par exemple considérer que en regardant le contenu des exigences, on retrouve bien les flux en entrée-sortie, par exemple, ce genre de choses. Ça nous sert aussi à mettre à jour le modèle depuis des données externes, comme par exemple en entrée, on a des éléments qui ne sont pas sous Architect en spécification système. Donc ça, pour les éléments de traçabilité, par exemple, on peut les réimporter de façon automatique et de la même manière extraire des choses depuis notre modèle pour faire des matrices de traçabilité sous un format direct, faire une liste d'exigences pour d'autres besoins, bon, voilà, différents éléments. C'est une utilisation qui est importante de notre côté en tout cas. Sur la gestion des évolutions, donc j'en ai pas à référencer une version. Alors, une version, c'est un ensemble de tickets. Un ticket, ça peut être une correction d'un bug, une évolution, une amélioration. Donc sous forme un peu de bug tracker, on va dire. Et donc quand ces évolutions vont intervenir sur le modèle, qu'il y a une modification de la spécification, on va venir tracer en quelque sorte cette évolution en plaçant un objet ticket qui va prendre le nom du ticket, qu'on va venir placer dans les exigences modifiées. Donc, comme indiqué ici, ça nous sert à justifier et à tracer les évolutions dans le modèle. Et bon, j'ai précisé aussi ici, c'est que dans la norme, il y a aussi cette notion de maîtriser nos évolutions. Donc, ça participe aussi à ce besoin-là. Ces objets tickets, ils vont être éphémères le temps d'une version. Je reverrai un peu plus bas. En termes de traçabilité, comme on l'entend plus classiquement, il y a du passage, on va dire, vertical entre des éléments d'entrée, donc nous, à un niveau équipement système, vers notre logiciel. Donc on a un raffinement des exigences d'entrée vers les exigences dérivées qui sont chez nous. Donc c'est effectivement la partie en rouge que je montrais là, où notre exigence
référence ces éléments-là. Donc la traçabilité est faite directement dans le modèle. Voilà, donc cette traçabilité-là est aussi maintenue au fil des évolutions, au sens où elle est mise à jour. Voilà, donc s'il y a des modifications, ben, c'est fait directement. On a une gestion un peu dans la même idée, hein, de suivre ce qu'on fait, de savoir un peu les évolutions, avoir une maîtrise de ces sujets. On a une gestion des révisions. On a une baseline du modèle complet, donc ça c'est ce que l'outil le permet directement. Hein. On lui indique, voilà, je suis sur la version temps. Nous on a vérifié tout notre modèle. On est prêt à le baseliner, donc voilà, il y a une fonction dédiée à ça. Et une fois que c'est baseliné, ben on est prêt pour commencer la version d'après. Et c'est là où on va remettre à zéro, si je puis dire, tous les objets tickets qui ont leur vie juste pour cette version-là. Et on a aussi une révision des exigences dans le modèle pour faire un suivi de chaque exigence indépendamment de son évolution. Donc pour faire une petite conclusion, ça fait plus de 8 ans effectivement maintenant qu'on utilise Architect pour ce besoin de spécification. Comme j'ai expliqué, la mise en place, alors le process est assez stabilisé. Alors c'est venu aussi avec le fait que la mise en place a demandé peu d'itérations, surtout parce qu'on savait où on allait dès le départ. C'est-à-dire qu'on avait notre modèle de type avec structure type SADT, donc ça revenait finalement à décomposer ce métamodèle en disant voilà, je veux que les exigences soient dans des fonctions peuvent contenir d'autres fonctions, mais des exigences ne peuvent pas être dans un module, etc. Donc on a vraiment une structure qui était déjà bien en tête. Pour préciser un peu les choses, ici j'ai pris l'exemple d'un de nos modèles qui, bon, il couvre plusieurs parties logicielles quand même, mais on a quand même dedans 2800 exigences, 450 fonctions, 15 000 variables, flux. Ça dépend comment on l'entend au sens architecte. Ce qui commence à être assez conséquent. Donc, on se doute bien que faire tenir ça dans un document Word ou X documents Word ça devenait infaisable. Et avec nos histoires de gestion de configuration, donc je reprends un peu ce qu'on a dit avant, hein, le baselining qui permet de voir les évolutions version par version en quelque sorte, la gestion des révisions sur nos modèles et nos objets, donc ça nous permet de vraiment identifier nos éléments, et le baselining de voir pourquoi les choses ont évolué. Et derrière se cache, comme je le répétais au départ, la partie multi-branche, qui est une caractéristique importante chez nous. De la même manière que notre code est branché, on a Architect aussi qui est branché. Donc le fait d'avoir des éléments en révision, en baseline, etc., nous permet de le faire aussi. Et puis, voilà, on a une maîtrise de la cohérence des détections d'anomalies, beaucoup plus facile qu'avec un document Word, évidemment. Ce qui permet, alors tout n'est pas toujours parfait, hein, vu la grosseur du modèle, mais ça nous permet de garantir ça, de ne pas dériver et d'avoir en tout cas une vision claire de ce qui, à un instant T, ce qui va pas. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, c'est un gain de qualité et que ça nous permet une certaine maintenabilité quand même de l'aspect spécification, sans effort supplémentaire, comme indiqué ici. Je le répète, je pense aussi parce qu'on ne partait pas de zéro et qu'on avait une idée de là où on allait. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait trop long, que c'était à peu près clair. C'était parfait, merci beaucoup Jérôme. Alors, on va essayer de prendre quelques questions assez rapidement si possible. Donc, j'en ai une première. Comment considérez-vous la granularité et la traçabilité des exigences avec un modeleur comme Architect? Alors, je ne suis pas sûr que
Peut-être pour Samuel également. Ouais. Peut-être préciser la question sur l'aspect granularité. On va peut-être passer à la suivante. Monsieur Garnier, si vous pouviez nous expliquer un peu mieux votre question. Je préfère bien comprendre la question, sinon je vais répondre à côté. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Monsieur Garnier, si vous pouviez juste nous écrire un peu plus en détail ce que vous sous-entendez, on va passer à une question suivante en attendant. Alors, peut-on générer des prototypes de fonctions et des fichiers en tête à partir de l'outil afin de cadrer le travail des développeurs? Alors là, on parle d'un aspect génération de code, j'ai l'impression. Quand on dit en tête, je le comprends comme ça. Alors, on pourrait, je pense. Après, ici, nous, c'était pas. On est vraiment au niveau d'une spécification. Alors, c'est vrai qu'on dit spécification détaillée, mais on reste dans quelque chose qui est alors pas très haut niveau, mais c'est pas de la conception, c'est pas un document de design, on va dire. On est vraiment on est dans du principe logiciel haut niveau. Même si on pourrait dire que chez nous, ça reste un petit peu plus précis que ça, mais on n'est pas dans de la conception. Alors, on pourrait, actuellement, nous, on l'utilise comme ça, mais on pourrait, je pense, facilement dire, je fais un document de conception pure et dure, et à ce moment-là, mettre dans un attribut, donc on serait plus dans des exigences, mais je pense dans des aspects un peu fonction de code, et avoir dans des attributs mettre du code et avoir quelque chose qui se génère derrière. Ce serait tout à fait possible avec l'API Python, comme je disais, on l'utilise beaucoup, de venir récupérer la structure et le contenu des éléments pour en produire quelque chose. D'accord, très bien. Merci Jérôme. On va prendre une autre question. Alors, peut-on coder ses propres règles de vérification qualité du modèle? Alors ça, c'est ce qu'on fait, nous avec l'API Python. Comme je disais, je peux prendre l'exemple, je reprends l'exemple sur nos exigences. Donc c'est du contenu, c'est textuel. Dedans, on repère nos éléments de flux d'entrée et de flux de sortie qui sont utilisés dedans, dans le contenu. Et on va vérifier que quand on parle de tel sujet, c'est bien présent en entrée et en sortie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque soit dans les flux d'entrée-sortie ou soit dans les exigences. Voilà, donc on a accès via l'API, c'est ce que disait Samuel Boutin, c'est aux éléments de façon exhaustive. Comme on le voit, c'est un arbre d'informations. Donc, comme on sait comment la structuration et le contenu, on peut après manipuler tout ceci comme on veut. Alors, effectivement, via des scripts. En tout cas, c'est plutôt notre approche de notre côté. Ok, parfait. Merci beaucoup, Jérôme. Je pense qu'on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions en direct. On pourra y revenir à la fin si jamais le temps nous le permet. Et autrement, on y répondra sans faute par mail par la suite. Ça marche. Merci encore, Jérôme, pour votre présentation. Merci à tout le monde.